Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce mardi 22 mai. Voici les titres. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire en fin de mission a fait ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. Les deux hommes se sont entretenus au palais présidentiel ce mardi. Le diplomate nippon salue l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon. En Suisse se tient la 71e Assemblée mondiale de la santé. En marge de la réunion, la ministre Raymonde Goudou Kofi a partagé le modèle ivoirien dans le combat contre les résistances, à savoir l'usage non contrôlé d'antibiotiques qui finit par avoir aucun effet sur le patient. Et notre dossier Ecoplus de ce mardi est consacré à la culture de la mangue. La Côte d'Ivoire est le troisième pays exportateur de ce fruit sur le marché européen. De la production à la transformation, comment la culture de la mangue fait-elle vivre les populations du Nord? Élément de réponse dans ce 20h. Enfin, en France, les fonctionnaires sont en grève. Ils ont investi les rues aujourd'hui pour la troisième fois contre la politique d'Emmanuel Macron depuis qu'il est président. Ils disent non, notamment à la suppression de certains postes. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, et l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire se sont entretenus aujourd'hui. Le diplomate nippon en fin de mission dans notre pays est allé faire ses adieux au chef de l'État. Il lui a exprimé sa gratitude pour le soutien dont il a bénéficié durant les 3 années passées en Côte d'Ivoire. À Ouattara. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Hiroshi Kawamura, en fin de mission, est venu prendre congé du président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion aussi d'exprimer sa gratitude au chef de l'État pour le soutien et la bienveillance dont il a bénéficié tout au long de son séjour en Côte d'Ivoire. Nous avons fait un tour d'horizon des relations bilatérales qui, d'ailleurs, sont bon fixes. La coopération, non seulement la coopération bilatérale, mais la coopération internationale entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Et enfin, j'ai exprimé mon souhait de prospérité et de développement, ainsi que la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Hiroshi Kawamura, après plus de 3 ans de présence, s'est félicité de l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, le Japon. Nous partons maintenant pour Genève, en Suisse, où se tient depuis hier la 71e Assemblée mondiale de la santé de l'OMS. La Côte d'Ivoire y prend part. En marge de la réunion, la ministre Raymonde Goudou Kofi a partagé le modèle ivoirien dans le combat contre les résistances, à savoir l'usage non contrôlé d'antibiotiques qui finit par avoir aucun effet sur le patient. Mamadou Kwasi est notre envoyé spécial. Aujourd'hui, les antibiotiques sont utilisés abusivement ou sans prescription médicale. Et cela n'est pas sans conséquence sur la santé du malade. Cette situation est identique dans plusieurs pays africains. L'espace francophone veut apporter une solution, d'où cette rencontre des ministres de la santé des pays africains, de l'espace francophone et le LEM, syndicat français des entreprises du médicament. Ce qui est très important pour nous, c'est que les pays francophones, et notamment les pays africains qui sont très représentés, apportent un témoignage sur la problématique de leur pays propre. C'est un partage d'expérience, c'est très important. Une rencontre qui se tient autour de la thématique « Combattre et prévenir les résistances aux agents anti-infectieux ». La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymonde Goudou Kofi, a saisi l'occasion pour présenter à ses pairs de l'espace francophone la stratégie ivoirienne dans le combat contre les résistances. Le cas de la tuberculose multirésistante, justement, et nous avons quelques cas à la MACA. Donc c'est la structure de détention des prévenus, la prison. On pense qu'il faille que nous puissions faire en sorte que la recherche se mette en place, que nous puissions réfléchir sur un autre type d'antibiotiques, n'est-ce pas, qui permettrait de pouvoir les utiliser et de soigner les patients, et surtout les nouveaux patients qui sont soumis donc à des résistances. La ministre française de la Santé et de la Solidarité s'est félicitée des actions engagées en Côte d'Ivoire dans la prise en charge des patients. La secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean, a invité les pays francophones à s'investir davantage dans la santé afin de contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable, ODD. Si les traitements progressent, de nouvelles pathologies apparaissent aussi sans cesse. Je veux redire ici avec la plus grande fermeté que la santé, vous le savez comme moi, est un droit fondamental pour toutes et pour tous. Un droit qui par ailleurs conditionne la réalisation et la pleine effectivité de tous les autres droits.
et j'ajouterais, et de tous les objectifs de développement durable. Ce n'est pas seulement d'une mobilisation collective dont nous avons besoin, mais aussi d'une mobilisation stratégique. Cette rencontre qui se tient en marge de la 71e Assemblée mondiale de la santé est une initiative de l'Organisation internationale de la francophonie qui met un point d'honneur sur la santé dans son espace. Et demain, mercredi 23 mai, s'ouvre les 53e Assemblée annuelle de la BAD, la Banque africaine de développement. C'est en Corée du Sud. La question de l'industrialisation fait partie de l'ordre du jour de ces assises. On en arrive à notre dossier Éco Plus de ce mardi consacré à la culture de la mangue. La Côte d'Ivoire est le 3e pays exportateur de ce fruit sur le marché européen. De la production à la transformation, tout le monde y trouve son compte à Korogo, comme dans toute la zone productrice. Mais comment la culture de la mangue fait-elle vivre les populations du Nord? Élément de réponse dans ce dossier Éco Plus signé ce soir Jean-Luc Bangbo. Des véhicules qui, à peine stationnés, sont pris d'assaut par des vendeuses de mangue. C'est ce spectacle qui s'offre à tous les voyageurs à l'entrée de Korogo. Comme Korogo, c'est toute la partie nord du pays qui vit au rythme de la mangue en ce mois de mai. Nous sommes à Wolo, 24 km de Korogo. Ici, c'est la gare des mangues. Ces cartons de mangue sous ce hangar s'apprêtent à prendre la direction d'Abidjan. Gaoussou Traoré est producteur et exportateur de mangue. C'est ici qu'il passe le clair de son temps pendant les 4 mois que dure la saison des mangues. C'est le tricycle qui envoie les mangues qui viennent des différents champs que nous réceptionnons ici. Et puis nous les mettons dans les cartons. Et puis bon, ensuite nous les attachons, puis on met dans les gros camions. Direction Abidjan. 2 fois par jour, nous pouvons faire 15 à 20 camions. Un camion peut prendre moins ça, 450 à 500 cartons. La production nationale est estimée aujourd'hui à près de 100 000 tonnes. Et la mangue est devenue le 3e fruit d'exportation après l'ananas et la banane. Avec 32 600 tonnes exportées en 2016, la Côte d'Ivoire s'est hissée au rang de 3e fournisseur de mangue du marché européen après le Brésil, 100 000 tonnes, et le Pérou, 80 000 tonnes. Mais les autorités ivoiriennes veulent miser sur la transformation locale de la mangue. À Boundiali, cette unité de séchage de mangue fait partie des 3 unités installées dans le nord du pays. Un projet initié par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA. Ça, c'est la mangue séchée made in Côte d'Ivoire. Comme vous pouvez voir la coloration, c'est une belle coloration et un bon goût. Voilà. Et chaque fois que moi je vois ça, je dis, mais la mangue, c'est certainement l'or des demain. La mangue séchée, un produit à forte valeur ajoutée et qui s'exporte très bien sur les marchés étrangers. La totalité de la production de cette unité est destinée à l'exportation. Le marché local lui reste encore vierge. Les gens connaissent beaucoup la mangue fraîche, mais ils ne connaissent pas du tout la mangue séchée. Donc il faut faire un marketing, il faut faire une publicité, il faut sensibiliser les gens aussi. Parce que la mangue séchée, c'est quand même une bonne idée. Parce que ça permet d'avoir la mangue à tout moment. Même hors saison, ces mangues que vous voyez là, faire facilement 2 ans dans les bonnes conditions de conservation. En Europe, le kilogramme de mangue séchée est vendu aux alentours de 22 €, soit 14 400 francs CFA. Au plan local, il se négocie entre 4 500 et 5 200 francs CFA. Pionnière de l'activité à Boundiali, la fruitière de la Bagoui emploie une 50aine de personnes, majoritairement des femmes, qui s'occupent du triage, de l'épluchage, de la découpe et de l'emballage. Ça m'a apporté beaucoup de choses puisque j'arrive à payer les scolarités de mes enfants. Aussi divorcée, j'ai 2 enfants. Mes 2 enfants, tous vont à l'école. Ils sont au collège. Donc quand je travaille pour ça pendant les vacances, pendant l'année scolaire, je puisse subvenir à leurs besoins. Donc je n'ai pas de problème. La présence des unités de production de mangue séchée est aussi une opportunité pour les producteurs pour écouler leur production. C'est le cas pour Ouma Koulibaly, propriétaire de 6 hectares de mangue à Boundiali. En dehors des unités de production de mangue séchée, Oumar fournit sa production aux exportateurs, mais également aux particuliers. Les 3 fruits, ici au champ, nous les vendons à 50 francs. Nous souhaitons qu'à partir de maintenant que l'État, tel qu'ils ont fait avec l'anacarde et le café cacao, nous aide
à planifier un prix et faire et respecter ce prix-là jusqu'au plus petit producteur. Et sans ce moment-là, nous, on peut dire que nous sommes déjà pris en compte par l'État. La filière mangue a été inscrite au Plan national d'investissement agricole, PNIA. Avec l'appui du FIRCA, le gouvernement envisage de financer l'introduction de nouvelles variétés dans cette filière qui fait déjà vivre quelques 7000 personnes. En 2016, la mangue a rapporté 6,5 milliards de francs CFA à ses producteurs. De quoi se positionner définitivement comme une alternative crédible aux cultures traditionnelles du Nord ivoirien que sont le coton et l'anacarde. Voilà, c'était notre dossier Eco Plus consacré à la culture de la mangue, un dossier réalisé par Jean-Luc Bangbo du service économie de la rédaction de RTI1. C'est une journée importante pour tous, particulièrement pour le monde agricole. Ce 22 mai est célébrée la Journée internationale de la biodiversité, une journée célébrée dans le monde depuis 1993 et qui vise à défendre la diversité biologique, l'utilisation durable des ressources naturelles et la protection des ressources génétiques. L'événement ne passe pas sous silence en Côte d'Ivoire. Le gouvernement accentue la sensibilisation pour une agriculture durable en luttant contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Nous partons maintenant pour Bouaké où les responsables locaux de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire sont à pied d'œuvre pour soulager les populations qui font face, vous le savez, à une pénurie d'eau. Des mesures ont été prises, suivies d'actions sur le terrain pour régler la question. 44 sites de la ville de Bouaké sont régulièrement approvisionnés en eau et dans les quartiers sinistrés, la distribution, vous allez le voir, se fait de façon hebdomadaire. Charles Tatou. Bientôt 2 mois que certains quartiers de Bouaké sont frappés par la situation du manque d'eau. Le gouvernement a déployé et continue de déployer les moyens pour la fin du calvaire des populations de certains quartiers sinistrés. Au total, 10 forages réalisés pour renforcer les installations locales de l'entreprise de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, dont 2 dans les localités de Sakassou et Diabo, et 6 pour la ville de Bouaké, dont 2 en train d'être mises en service. Mais en attendant, 15 citernes sont mobilisées pour la fourniture d'eau dans les quartiers sinistrés. On nous a dit qu'il y a l'ONEP, Office national de distribution de l'eau potable, qui parcourt les quartiers de Bouaké pour donner de l'eau. Malheureusement, entre Ngatakro et Broukro, on ne les voit pas. Chez nous, à Sokroa, on n'a jamais vu l'ONEP donner l'eau là-bas. Ces réalités suscitent donc des interrogations. Le conseil municipal a invité les responsables locaux de la SODECI aux travaux de sa dernière session ordinaire. Cela pour un éclairage sur l'évolution des mesures identifiées dans le cadre du règlement du problème d'eau à Bouaké. Il semble qu'il y ait des actions marchandes autour de cette distribution d'eau qui ne sont pas acceptables. Il nous a donné un numéro de 2 points focaux et je pense qu'à l'avenir, on pourra corriger toutes ces dérives. Les bénéficiaires, c'est toute la population et c'est de façon gratuite que nous distribuons cette eau. On a de nombreux pratiquement 50 quartiers, puis pratiquement 44 sites sensibles. Les établissements de santé, de l'éducation nationale qui renferment des internats, les casernes, les prisons, c'est pratiquement chaque jour que nous avons de l'eau. Maintenant, les quartiers, c'est une rotation hebdo. La ville de Bouaké enregistre 47 000 abonnés de la SODECI. Et le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, était le week-end de Pentecôte dans le département de Kounaïri, dans le Béré, où il a pris part aux journées de retrouvailles et de reconnaissance au président de la République. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a invité les populations de cette région à s'investir dans la paix, comme nous l'explique Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, à Kounaïri, dans la région du Béré, accueille des grands jours pour l'hôte du village de Kroko-Platia-Louma qui organisait les journées de retrouvailles et de reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. Ces journées organisées par la mutuelle du village ont pour objet de renforcer les liens entre les filles et fils de Kroko-Platia-Louma vivant au village élargis à ceux de la diaspora et de porter de profondes réflexions sur les problèmes de développement de leur village au fin d'améliorer les conditions de vie des populations. À cette occasion, les élus cadres de Kroko-Platia-Louma, se réjouissant de la visite du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko dans leur village, ont réaffirmé leur soutien au président de la République Alassane Ouattara, non sans égrener un chapelet de doléances.
nous voulons que le couloir de proximité qui a été annoncé pour ce village soit une réalité. Notre centre de santé a un taux de fréquentation de 7000 patients par an. Et donc pour nous, on a aujourd'hui une ambulance, mais notre sage-femme n'a pas de résidence. En retour, l'invité d'honneur de cette journée de retrouvailles a appelé les filles et fils de Krokoplatia Luma à l'union, à la solidarité et à l'entente. Il les a encouragés à travailler pour le développement de leur village. Ahmed Bakayoko a également exhorté toutes les forces vives de la région du Béri à faire bloc autour du président de la République. On m'a dit viens dans mon village parce que c'est vrai, le président a fait beaucoup. Il a donné de l'électricité, il a donné de l'eau, il a donné des choses, mais il reste encore beaucoup à faire. Les parents souffrent beaucoup. Je sais que si toi tu vois, tu vas parler au président, tu vas parler au premier ministre Amadougon, tu vas parler à la première dame et les choses vont se réaliser pour mon village. Vous pouvez compter sur moi pour transmettre le message et vous aider à régler ces problèmes. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, invité d'honneur de cette journée de retrouvailles dénommée Pentecôti, a été fait grand notable du village Krokoplatia Luma avec pour nom de règne Zerbe Tonné, du nom du premier lettré de ce village. Dans l'actualité également ce mardi, les députés membres de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale ont adopté le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire, CDC Côte d'Ivoire. Le projet a été présenté par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné. La CDC Côte d'Ivoire est un établissement sous tutelle du ministère chargé des Finances et qui a pour vocation de mobiliser des ressources à long terme nécessaires au financement de l'économie. On passe maintenant à l'actualité politique de ce 20h et on ouvre avec le PDCI RDA qui aura bientôt un siège à Bingerville. La pose de la première pierre de l'édifice a eu lieu en présence de plusieurs cadres du parti. On en sait plus avec Herman Divi. Voici ce à quoi ressemblera le futur siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Bingerville. Il s'étendra sur 900 mètres carrés pour 3 bâtisses, dont une principale. De type R+1, il sera composé de plusieurs bureaux consacrés aux différentes sections du parti. Un don du délégué départemental PDCI Begré Djoman. La pose de sa première pierre s'est tenue en présence du professeur Maurice Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif du PDCI RDA, et de Noël Akossi Benjo, secrétaire exécutif du PDCI chargé de la mobilisation. Félicitations, monsieur le délégué, pour ce sacrifice. C'est la preuve de la vitalité de notre parti dans Bingerville. Nous avons décidé de venir sceller un pacte avec vous. Rien ne doit nous diviser. À sa suite, le secrétaire exécutif du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, s'est réjoui de la construction de ce bâtiment, rappelant également aux militants PDCI de Bingerville les priorités du moment. Nous allons à l'enrôlement. Même si on aime quelqu'un mais on n'est pas sur la liste, on ne sert à rien. Si on fait ce joyau, ce bâtiment, que personne ne vient dedans, que vous êtes incapable de mobiliser une mouche, Begré Djoman aura jeté son argent par la fenêtre, pas pour rien. Donc il faut que vous soyez mobilisés. Laissez tomber les histoires de qui va être candidat à la présidence. Chaque chose en son temps. Pour le donateur Begré Djoman, cette journée revêt un caractère spécial. Cette infrastructure d'environ 100 millions est le témoignage de notre militantisme. Et nous pensons que l'avènement de cette infrastructure va renforcer la conviction des militants de Bingerville. Et nous sommes convaincus que les nouveaux majeurs qui vont être enrôlés seront sensibles à ce acte. Place à la pose de la première pierre du futur siège du PDCI RDA. Dans une ambiance de fête, les militants du PDCI RDA de Bingerville ont promis de relever le défi de la mobilisation pour les joutes électorales à venir. L'actualité politique en Côte d'Ivoire reste également dominée par la création du parti unifié RHDP. Ce week-end à Divo, les délégués, secrétaires généraux et de section et les membres des instances du PDCI RDA de la région du Logui-Bois ont fait une déclaration. Ils soutiennent le processus de création du parti unifié RHDP. Francis Boifo pour le reportage.
À Divo, les délégués et secrétaires de section du PDCI RDA de la région du Lodjibois ont affiché leur position relativement à la création du parti unifié. Considérant les progrès significatifs réalisés par la Côte d'Ivoire depuis la sortie de crise en avril 2011, considérant que ces progrès n'ont été possibles que grâce à la stabilité politique retrouvée par la Côte d'Ivoire et au leadership affirmé du président de la République, soutenu par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Nous, délégués départementaux, délégués communaux, secrétaires généraux des sections et membres des instances du PDCI RDA de la région du Lodjibois, exprimons notre soutien appuyé au processus engagé par la signature de son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, et par son Excellence M. Alassane Ouattara, président d'honneur du RDR, de l'accord politique qui proclame la volonté des partis politiques membres du RADP de créer un nouveau parti politique pour ensemble, dans l'union retrouvée, servir et continuer à bâtir la Côte d'Ivoire. Allons au parti unifié, n'a cessé de le répéter, Amédée Kouakou Kofi, délégué départemental PDCI du Lodjibois. Le président Bédié et le président Alassane ont souhaité, dans l'accord politique, qu'il y ait le RHDP unifié, mais le PDCI RDA existe, le RDA existe, l'UDPCI existe, mais à l'intérieur de ce RHDP unifié, qu'on ne s'insulte pas, qu'on soit ensemble, qu'on se dise que la façon dont depuis 2011 jusqu'à maintenant on travaille ensemble et qu'il y a la paix, il y a la cohésion, il y a l'entente dans ce pays, on puisse continuer comme ça. Normal, soutiennent les responsables PDCI de la région du Lodjibois. Ils se sont engagés à investir bientôt les villes, villages et hameaux pour sensibiliser les militants sur les avantages liés au parti unifié. Loin de la scène politique, l'Agence nationale du service universel des télécommunications continue sa mission de promotion de l'outil informatique dans le quotidien des Ivoiriens. Pour cette année 2018, un concept Ansout Bloc Camp a vu le jour. Une tournée de formation des populations se tient dans plusieurs villes. La caravane était récemment dans la région du Poro. On voit cela avec Kader Sogodogo. Korogo, jeunes, femmes, personnes d'un certain âge sont à l'école. Les cours sont axés sur l'usage et la compréhension des outils informatiques. La ville a été retenue pour accueillir une étape de la caravane à une suite blog Camp 2018, une initiative de l'Agence nationale de services universels des télécommunications, TIC, à une suite. Le Anti-Bloc Camp est une politique de vulgarisation qui entre dans la droite ligne de la politique du président de la République, qui est de rendre les TIC accessibles à toute la population en Côte d'Ivoire. Travailleurs de l'administration, jeunes blogueurs, amoureux des réseaux sociaux, tous y trouvent leur compte. Surtout le compte Facebook, comment faire pour ne pas être piraté, comment sécuriser nos Wi-Fi. Bon, c'est très bon, je découvre ça aujourd'hui et vraiment ça me fait plaisir. Quand nous commencions à travailler, on avait plein de documents. Vous partez dans la salle, dans le salon d'un conseiller pédagogique, vous étiez frappé par le nombre de documents. Mais aujourd'hui, avec les TIC, on n'a pas besoin de tous les documents. Avec l'ordinateur, on emmagasine tout, on est plus performant et on pense que sans nos ordinateurs, ce n'est pas possible de ne pas travailler. 4 modules de formation sont dispensés. L'initiation à Internet, l'initiation au projet de la N-Suite, e-service, un citoyen, un ordinateur, l'initiation au blogging et l'opportunité du web pour l'autonomisation. Après Korogo, c'est la région du Bunkani, notamment Bouna, qui va accueillir la caravane de la N-Suite. Et on passe maintenant dans le domaine de la culture en Côte d'Ivoire. Une quarantaine de tableaux sont exposés à l'Institut français sur le sujet, c'est l'immigration clandestine. Cette exposition du peintre Jacob Le vise à communiquer et surtout informer les jeunes sur les dangers de ce fléau mondial. On en sait plus avec notre reporter Issa Chonan-Yeo. Des silhouettes englouties par les vagues de la mer, des bateaux de fortune en train de chavirer en plein océan, et des hélicoptères survolant la mer pour secourir des migrants. Ces tableaux reflètent les pires moments que vivent les candidats à l'immigration irrégulière lors de la traversée de la mer. Le peintre Jacob Bleu, à l'aide de son pinceau et des tableaux, informe et interpelle. Nous avons vu ce qui s'est passé en Libye avec la vente des esclaves et des hommes
qui sont traités comme des animaux, nous pensons qu'il est temps que les uns et les autres puissent agir dans un sens à pouvoir sensibiliser, à pouvoir aider à la compréhension. Le manque d'emploi, l'envie de découvrir leur droit d'eau ailleurs, la fuite des calamités naturelles et des guerres sont autant de causes qui poussent les populations à immigrer. Ce tableau peut sensibiliser nos jeunes frères ivoiriens. Ça nous fait mal au cœur, l'immigration irrégulière, et on essaye de tout faire pour empêcher ça, pour sensibiliser nos frères qui sont là, de ne pas partir en mer, de partir sur la voie légale. En 2017, plus de 3000 migrants ont péri dans la mer. Des décès qui interpellent la conscience collective. Il est vraiment très important que les artistes aussi s'y mettent. Parce qu'à travers la peinture, ils peuvent déjà exprimer leur colère à travers ce phénomène qui n'est vraiment pas une très bonne image pour notre pays, la Côte d'Ivoire. De voir tous ces jeunes Ivoiriens partir de l'autre côté à la recherche d'un rêve qui malheureusement se transforme en fatalité. C'est des tableaux impressionnants, c'est une matière qui mobilise le monde aujourd'hui et chacun, y compris les hommes de culture et des arts, doivent apporter leur contribution. C'est un travail de longue haleine, c'est chaque jour un tout petit peu et c'est donc l'eau qui va tomber goutte à goutte qui va finir par percer le plus dur rocher. Une quarantaine de tableaux, 3 photos d'art et une installation avec des films vidéo sont exposés jusqu'au 31 mai à l'Institut français au Plateau. Et on reste dans le monde de la culture qui vient d'être frappé par un deuil. L'accordéoniste Ngoran Laloua, époux, mais surtout accompagnateur et complice musical de l'artiste tradi-moderne Baoulé à la Thérèse, a rangé définitivement l'accordéon ce dimanche de Pentecôte, plongeant ainsi dans le deuil son épouse, leur orchestre, son village et le monde culturel en Côte d'Ivoire. Léon Bro. Konako-Koreko, département de Toumoudi, lundi de Pentecôte. Consternation généralisée, notamment au domicile des Beibro. La famille reçoit même l'émissaire de l'État, le sous-préfet d'Angonda. Pendant ce temps, la diva de la musique tradimoderne baoulé est entre sanglots et méditation devant la chapelle ardente. Plus de doute, l'accordéoniste Ngoran Laloua, l'époux et accompagnateur sur scène dans la Thérèse, a déposé à Jabin l'accordéon dimanche 20 mai. Il y a une clinique qui suivait le vieux depuis qu'il est tombé malade et on attendait le rendez-vous pour repartir à Yamoussoukro pour revoir son état. Mais le rendez-vous n'étant pas encore arrivé, hier il a vraiment chuté et on tentait de le ramener à sa clinique à Yamoussoukro et c'est en cours de route qu'il a trouvé la mort. Il était exactement 8h35. Grande perte effectivement pour la Thérèse. L'artiste et son instrumentiste époux étaient complémentaires et complices. C'est d'ailleurs le secret de 44 ans de succès de leur duo. Sans Laloua donc, fin de carrière musicale pour Thérèse. Je ne peux plus continuer, seul je ne peux plus. Nous faisons une équipe, nous faisons une paire. Sans lui, je ne peux plus continuer à jouer. Certainement aussi, l'accordéon ne retentira plus jamais. Laloua n'a pas préparé sa relève. Un refus à dessein ou par ignorance. Une chose est sûre, des 9 enfants du défunt, seul Prince manipule à peine l'accordéon. Remplacer le vieux dans l'orchestre, ça serait avec beaucoup de courage. Il ne m'a pas montré les secrets, mais je sais faire de moi-même. C'est-à-dire que j'ai confisqué l'un des instruments et ils n'étaient pas tous d'accord, mais étant là-bas, j'apprenais à jouer. À 87 ans, Ngoran Laloua, à l'état civil Beibro Ngoran, ne laisse aucun enfant à son épouse et complice artistique à la Thérèse. Mais leurs œuvres musicales communes, la dizaine en 44 ans de carrière duo, démarrée en 1974 pour s'arrêter avec Benyassou Moye, album disponible seulement ce dimanche de Pentecôte 2018. Adieu Ngoran Laloua, ainsi va la vie. On va terminer ce journal par la France où les fonctionnaires sont en grève. Ils ont investi les rues ce mardi pour la 3e fois contre la politique d'Emmanuel Macron depuis qu'il est président. Ils disent non, notamment à la suppression de certains postes.
Voilà la fin de cette édition, mais ne décrochez pas parce qu'à partir de 20h50, la RTI 1 précisément, vous propose une émission spéciale. Le sujet qui sera débattu, justice ivoirienne, mauvais procès contre le temple de Thémis. Les invités de Victoria Ngwa vous recevront donc tout à l'heure à partir de 20h50. Très belle soirée sur RTI 1.